Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur Rome du mythe à l'histoire. La première vidéo portait sur la période allant de 753 avant Jésus-Christ, date de la fondation légendaire de Rome par Romulus, à 27 avant Jésus-Christ, lorsqu'Octave est proclamé Auguste et devient le premier empereur romain. Donc cette deuxième partie porte sur la période de l'Empire romain, qui va de 27 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ, date de la chute du dernier empereur romain d'Occident. Donc j'expliquerai dans la vidéo pourquoi on fait la différence à un moment entre Empire d'Orient et Empire d'Occident. Donc là encore, la présente vidéo est sous forme de questions-réponses. Alors, première question, quels sont les pouvoirs de l'empereur romain ? En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat accorde le titre d'Auguste à Octave, fils adoptif de César et vainqueur des guerres civiles. Donc Auguste signifie élu des dieux. Octave Auguste devient alors le premier empereur romain, le premier imperator en latin. Alors Auguste ne prétend pas changer de régime, il prétend en fait maintenir la République. Donc les assemblées comme les comices et le Sénat continuent d'exister, et les magistratures restent les mêmes. Donc, la censure, les tribuns de la plèbe continuent d'exister. Et la devise romaine reste la même, Senatus populus que Romanus, ce qui signifie en latin le Sénat et le peuple romain. Mais en devenant consul, donc c'est-à-dire chef du gouvernement, Auguste change la nature du régime justement parce qu'il se fait élire consul à vie, alors qu'avant le consul était élu chaque année. Donc Auguste devient consul à vie et fait basculer la République dans une monarchie, donc dans un régime politique dirigé par un seul individu. Donc à ce moment-là, en 27 avant Jésus-Christ, Rome, en plus d'être un empire territorial, c'est-à-dire un État qui impose sa domination à d'autres territoires, donc en plus d'être un empire territorial, Rome devient un empire politique, c'est-à-dire un État dirigé par un empereur. Et en l'occurrence, l'unité du nouveau régime repose sur l'empereur. C'est lui qui concentre tous les pouvoirs. Il décide des lois, donc il a un pouvoir politique et législatif, c'est lui qui nomme les magistrats, il a un pouvoir militaire, il est le chef des armées, il a un pouvoir religieux, c'est le chef de la religion, c'est celui qu'on appelle le grand pontife. Il a aussi un pouvoir judiciaire, il peut juger ou rejuger tous les procès. Et en plus donc de tous ces pouvoirs, il a aussi un pouvoir religieux. Donc il est grand pontife, mais il reçoit aussi un culte. Il est presque considéré comme un dieu. Et à sa mort, en 14 après Jésus-Christ, Auguste est divinisé, c'est-à-dire qu'il est élevé au rang des dieux, comme on le voit sur l'image, où il est aux côtés d'autres divinités. Et en fait, on peut comparer son pouvoir religieux à celui des pharaons de l'ancienne Égypte, qui eux aussi étaient considérés comme des dieux. Donc, Auguste développe un empire cohérent, qui est divisé en provinces. Donc, les provinces sont des régions soumises à l'autorité de Rome et situées en dehors de la péninsule italienne. Et donc, c'est lui qui nomme les gouverneurs. Donc, chaque province est dirigée par un gouverneur nommé par l'empereur. Donc, Auguste est un véritable modèle pour ses successeurs, parce que c'est un habile politicien. Il n'a jamais limité la liberté de parole du Sénat, et en fait il ne s'est pas comporté comme un despote, un tyran, comme par exemple l'était le roi Tarquin le Superbe avant la chute de la royauté et l'instauration de la République en 509. Donc il a toujours laissé l'exercice politique suivre son cours. Et surtout, Auguste avait un soutien populaire très important, parce qu'il avait compris qu'il obtiendrait le soutien du peuple en distribuant gratuitement du blé au peuple. Donc les historiens actuels
estime que 40% de la population de Rome était d'ailleurs nourrie par l'État. Donc, nouvelle question, comment le pouvoir est-il transmis à Rome? Et qui devient empereur lorsque l'empereur décède? Donc, en 14 de notre ère, lorsque Auguste meurt, le pouvoir revient à son fils adoptif, Tibère. Donc, cette transmission ressemble à un pouvoir héréditaire masculin, ce qui signifie donc que le pouvoir est transmis de génération en génération, de père en fils, d'où le caractère masculin. Cependant, dans l'Empire romain, il n'y a pas de règle de succession très précise. Et un empereur, s'il est considéré comme incompétent par les citoyens, et qu'il devient un mauvais empereur, il peut être remplacé. Donc cela, en fait, ouvre la porte à des rivalités entre les grandes familles aristocratiques de l'Empire. Et là encore, Rome connaît des guerres civiles pendant l'Empire. C'est ce qu'on verra par la suite. Cependant, comme on le voit sur la frise chronologique, plusieurs dynasties se succèdent. Donc une dynastie est une suite plus ou moins longue de souverains appartenant à la même famille. Donc par exemple, Auguste appartenait à la dynastie des Julio-Claudiens, car son père adoptif, Jules César, appartenait à la famille des Iuli, la famille Julia. En l'occurrence, on peut voir un exemple de guerre civile sur cette frise chronologique. À la mort de Néron, en 68 de notre ère, des généraux s'affrontent pour le succéder. Donc on voit 3 généraux, 4 en fait, Galba, Othon, Vitellius et Vespasien. Donc ils s'affrontent pour prendre le pouvoir, et c'est Vespasien qui remporte la guerre civile et qui fonde une nouvelle dynastie, celle des Flaviens. Nouvelle question, qu'est-ce que la paix romaine? En latin, la paix romaine se dit Pax Romana. C'est une période de paix et de prospérité à l'intérieur des frontières. Donc cette période de paix a lieu au 1er et au 2e siècle de notre ère. Donc à l'intérieur des frontières, il n'y a pas de conflit entre les peuples conquis et les Romains. Les frontières, en fait, sont protégées par ce qu'on appelle le limes. C'est un réseau de routes et de forts pour contrôler les mouvements des populations aux frontières de l'Empire. Et certaines frontières sont même protégées par des murs, comme le mur que l'empereur Adrien fait construire en Bretagne en 122 après Jésus-Christ. Donc la Bretagne, c'est l'Angleterre actuelle, la Grande-Bretagne. Et là-bas, ce mur est toujours visible, et il séparait en fait la Bretagne de la Calédonie. La Calédonie, c'est l'Écosse actuelle, en fait. Donc, pendant cette période de paix romaine, toutes les provinces sont en contact les unes avec les autres grâce à un réseau de voies maritimes. Donc, c'est les voies qui sont empruntées par les bateaux sur la mer Méditerranée, la mer Noire, l'océan Atlantique, aussi la mer Rouge, et même la mer du Nord, à côté de la Bretagne. Et donc il y a aussi des voies fluviales, donc celles qui passent sur les fleuves. Donc les fleuves comme le Tibre, pour aller à Rome. Et en fait, il faut comprendre que pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, les fleuves sont de véritables autoroutes, entre guillemets, parce qu'elles sont très fréquentées. C'est les fleuves comme la Garonne, le Rhône pour aller à Lyon, le Rhin, ou encore le Danube, en Europe centrale, sont très fréquentés et permettent en fait de faire du commerce. Mais il y a aussi des voies terrestres. Ces voies terrestres, on les appelle les voies romaines. Ce sont les fameuses voies pavées par l'armée romaine. Donc on peut observer ici la voie domitienne, la voie Domitia, qui relie le nord de l'Italie et l'Espagne en passant par la province gauloise de Narbonnaise, parce qu'elle passait par la ville de Narbonne, qui a été fondée par les Romains. Donc ces voies pavées reprennent le tracé des chemins qui étaient empruntés par les peuples conquis, et elles permettent aux armées de se déplacer à travers l'Empire, mais aussi de faciliter le commerce et les échanges.
Donc sur cette carte, on peut voir que le réseau des voies romaines terrestres est très développé. Il y a même un réseau de postes, c'est-à-dire que tous les 50 km, on trouve une station qu'on appelle le cursus publicus, et qui permet en fait de communiquer dans tout l'Empire. Certains historiens parlent même d'un gouvernement par correspondance grâce à ce réseau postal. C'est-à-dire que l'empereur profitait de ces stations de poste pour pouvoir transmettre des informations à ses gouverneurs de province et pour recevoir aussi des informations. Donc ce réseau de poste était aussi un outil pour gouverner. Comme de nos jours, en fait, les réseaux sociaux sont des moyens de transmettre des informations et aussi de gouverner. Donc, pendant la paix romaine, Rome apparaît comme l'un des premiers marchés communs de l'histoire, c'est ce que nous dit le philosophe grec Aelius Aristide. Donc, cependant, bien que l'on parle de paix romaine, est-ce que on peut dire que les conquêtes s'arrêtent sous la période de l'Empire? Donc, en fait, il y a peu de guerres, à part les guerres civiles, à l'intérieur de l'Empire, mais à l'extérieur, les tentatives de conquête se poursuivent. Auguste poursuit les conquêtes. Donc, il soumet les peuples celtes des Alpes, il soumet le nord-ouest de l'Espagne, donc peuplé par les Ibères. Il fait la conquête de la Rhétie, donc c'est aux alentours de la Suisse et de l'Autriche actuelle, et il conquiert aussi la Pannonie. La Pannonie, c'est l'équivalent de la Hongrie actuelle. Donc, Auguste fait beaucoup de conquêtes en Europe centrale, en fait, et finit par atteindre le fleuve Danube. Auguste obtient des succès diplomatiques face aux Parthes, donc c'est un empire perse, et c'est le principal rival militaire de Rome, on l'avait vu au cours de la première vidéo. Mais Auguste connaît aussi des échecs militaires retentissants. Les Romains sont battus par les Germains à Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. Donc les Germains sont un peuple de Germanie, donc c'est l'Allemagne actuelle, et en fait les Germains parviennent à battre l'armée romaine par ce qu'on appelle une guérilla, c'est-à-dire que c'est pas une bataille rangée, non, c'est une bataille où les armées en fait ne sont pas forcément à découvert. C'est-à-dire que les Germains vont tendre des embuscades aux Romains. Et ça va porter ses fruits, car jamais les Romains ne prendront le contrôle de la Germanie. Donc à sa mort en 14 après Jésus-Christ, Auguste conseille à ses successeurs de ne pas dépasser les limites qu'il a atteintes. Cependant, ces derniers ne suivent pas ses conseils, car tous les empereurs veulent conquérir des territoires pour triompher à Rome. Donc l'empereur Claude, par exemple, lance une conquête en Bretagne, donc l'Angleterre actuelle, en 43 après Jésus-Christ. Et c'est surtout l'empereur Trajan qui est un grand conquérant. Il fait la conquête de la Dacie, donc c'est la Roumanie actuelle, et d'une petite partie de l'Arabie. Cependant, il connaît lui aussi un échec militaire face aux Parthes, parce qu'il souhaitait conquérir l'Empire parthe, mais il n'a pas réussi, il a échoué. Mais c'est quand même sous Trajan que l'Empire romain connaît son apogée territorial, c'est-à-dire sa superficie maximale. Alors, question suivante, qu'est-ce que la romanisation? Une fois que Rome a pris le contrôle d'un territoire, que se passe-t-il? Quel est l'impact de la conquête sur la vie des gens? Sur la vie des gens qui peuplent les territoires conquis? Donc, la réussite et la longévité de l'Empire romain résident dans l'inclusion des peuples barbares. Donc, selon les Romains, les peuples barbares, ce sont les peuples qui ne sont ni romains ni grecs. Donc ça fait beaucoup de monde. Et en fait, les Romains ont réussi à inclure ces peuples, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé l'opposition entre eux, le peuple conquérant, et les barbares, les peuples conquis. Donc une fois qu'ils sont conquis,
Les barbares ne sont pas persécutés ou réduits en esclavage, mais ils sont souvent associés à l'Empire. Ils peuvent faire du commerce, devenir citoyens et participer au gouvernement. Et en fait, la romanisation, c'est la diffusion de la langue des Romains, des croyances romaines et du mode de vie à la romaine. Donc, les barbares se mettent à parler latin, à avoir les mêmes loisirs que les Romains, à se vêtir de toges et à consommer du vin. C'est ce que nous explique par exemple le général Agricola à propos des Bretons. Donc l'archéologie nous permet de connaître les loisirs des habitants de l'Empire. Donc on sait que les villes de l'Empire se couvrent des mêmes monuments que l'on trouve à Rome. Rome devient en fait une cité modèle pour les cités de l'Empire. Donc les habitants de l'Empire allaient par exemple au cirque pour observer des courses de chars. Ils faisaient des paris, exactement comme les parieurs de nos jours vont voir des matchs de football. Ils pouvaient aussi aller voir des combats de gladiateurs dans les amphithéâtres, comme le Colisée à Rome ou les arènes de Nîmes, qui sont construits sur le même modèle. Ils pouvaient aussi aller voir des reconstitutions de grandes batailles navales, donc dans les théâtres et amphithéâtres, on appelait ça les naumachie. Il y avait encore les odéons pour aller écouter de la musique en ville. Donc si on compare par exemple le plan de Carthage et celui de Rome, on remarque que ces villes ont les mêmes monuments. Donc Carthage a été détruite en 146 avant Jésus-Christ pendant la dernière guerre punique. Mais elle a été reconstruite sous l'action de César à partir de 45 avant notre ère. Elle est devenue une ville florissante, la capitale de la province d'Afrique, et son cirque est devenu le deuxième plus grand cirque de l'Empire, derrière le Circus Maximus de Rome. Donc on voit sur le plan de Carthage qu'il y a un forum, des thermes, donc les thermes ce sont les bains publics, un odéon pour les concerts, ou encore un cirque pour les courses de chars. Donc les peuples conquis finissent par obtenir des droits politiques. On a vu qu'en 212, l'empereur Caracalla, qui lui-même était issu d'une dynastie originaire d'Afrique du Nord, donc l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Donc là encore, les femmes ne peuvent pas accéder à la citoyenneté. Donc en fait, la romanisation est aussi un mélange des cultures. Donc par exemple, les dieux romains, comme Jupiter, Minerve, sont introduits dans les panthéons gaulois, donc dans la liste des dieux gaulois. Il y a même des mélanges qui s'opèrent, c'est-à-dire qu'on voit des divinités hybrides, mi-romaines, mi-gauloises, qui commencent à être vénérées. Les Romains acceptent les autres cultes polythéistes, donc les autres cultes en plusieurs dieux. Donc par exemple, le polythéisme égyptien n'est pas transformé par les Romains, et ils acceptent que ces deux religions coexistent. Donc on peut voir sur l'image un citoyen romain vêtu de toge en Égypte, avec le dieu Anubis, celui qui a une tête de chien, et qui est le dieu des morts. On voit aussi Osiris qui est le dieu de l'agriculture. Donc cependant, cette idée de romanisation est discutée par les historiens. Donc je vous l'ai expliqué, en histoire, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, il y a surtout des questions qu'on se pose. Donc est-ce que le fait que les peuples barbares adoptent les pratiques romaines crée un sentiment d'appartenance à la cité de Rome? Donc ça, c'est une question auquel il est difficile de répondre, et certains historiens expliquent qu'un Gaulois qui consomme du vin ne se sent pas forcément plus romain qu'un Français actuel qui boit du Coca-Cola ne se sent américain. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la romanisation. Quels sont les problèmes politiques dans l'Empire? Donc Rome connaît une période de paix et de prospérité, sa culture rayonne, mais cependant il y a aussi des problèmes politiques, donc des problèmes liés au pouvoir. Donc certains peuples conquis se révoltent,
Donc en Bretagne, il y a la révolte de Caratacus en 50 après Jésus-Christ. On verra aussi au prochain chapitre que les Juifs de Judée se révoltent plusieurs fois sous l'Empire. Les Gaulois se révoltent, de même que certains paysans d'Égypte au IIe siècle de notre ère. Donc la religion peut aussi constituer un problème politique. Donc par exemple, les chrétiens, qui apparaissent au 1er siècle de notre ère, constituent une menace pour les empereurs car ils ne respectent pas le culte impérial. Pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, donc les chrétiens sont monothéistes, ils croient en un seul Dieu, et l'empereur, selon eux, n'est pas un Dieu. Donc ils sont persécutés régulièrement, sont considérés comme une espèce de secte, jusqu'à ce que l'empereur Constantin devienne lui-même chrétien en 312. Donc ça aussi, on le verra dans un prochain chapitre. Mais le principal problème que connaît l'Empire, c'est là encore les guerres civiles, qui opposent donc des prétendants, des généraux, des aristocrates au trône impérial. Et vu qu'il n'y a pas de règle de succession, il y a beaucoup de guerres civiles. Donc je vous mets la liste sur l'écran. Donc voilà, il y a beaucoup de périodes où il y a des affrontements très violents entre des prétendants à l'Empire. Face à ces problèmes, les dirigeants de l'Empire s'adaptent et ils décident de diviser l'Empire pour mieux le gouverner. Et c'est pour ça en fait qu'on fait la différence entre Empire romain d'Occident et Empire romain d'Orient. Donc en 324, l'empereur Constantin, donc, qui est le premier empereur chrétien, fait construire une deuxième capitale, c'est la ville de Constantinople. Donc elle est construite sur l'ancienne cité grecque de Byzance, et c'est aujourd'hui la ville turque d'Istanbul. À partir de 364, il y a deux empereurs romains, un en Occident et un en Orient. Donc le premier empereur d'Orient s'appelle Valens, et c'est en fait le frère de l'empereur d'Occident, Valentinien. Donc il y a désormais deux armées pour pouvoir mieux gérer les éventuelles révoltes et les éventuelles invasions. Et en fait, malgré ça, l'Empire reste traversé par des crises à partir donc, du 4e et surtout du 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on peut se poser cette dernière question. Donc c'est pourquoi l'Empire romain d'Occident s'est-il effondré? Donc cette question n'est pas vraiment au programme de la 6e, ni de la 5e, mais je fais le choix de vous en parler, en espérant que ça vous intéresse. Alors, la disparition de l'Empire romain d'Occident est un processus qui est très long. Il dure au moins 80 ans, entre les années 390 et la chute du dernier empereur romain en 476. Donc pourquoi l'Empire romain d'Occident s'effondre? Donc les guerres civiles entre prétendants sont là encore une cause majeure de cette disparition. Les prétendants s'affrontent en bataille rangée avec leurs armées, donc des légions de soldats officiels, et ces affrontements fragilisent les frontières car ça dégarnit le limes, donc ce réseau de forts aux frontières de l'Empire. Or, le contrôle des frontières est essentiel car à cette époque, il peut y avoir des incursions, des raids de peuples barbares qui viennent dans l'Empire pour piller certaines régions et pour faire du butin, pour faire de l'argent, car c'est comme ça que ces peuples fonctionnent sur le plan politique. Il y a un chef qui doit faire des raids pour amasser du butin et distribuer ce butin à sa clientèle. Et c'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir. Donc les peuples barbares sont visibles sur la carte, ce sont les Francs, les Vandales ou encore les Goths, qui peuplent le nord de l'Europe. Donc le terme barbare est très péjoratif de nos jours, il est très mal vu, mais en fait les barbares, donc je vous l'ai dit, ce sont ceux qui sont ni romains ni grecs, et ils ne sont pas forcément mal considérés par les Romains. Donc ce sont de bons guerriers, ils maîtrisent l'écriture, ce sont de bons agriculteurs,
Et souvent, les Romains tentent de les engager dans leur armée, donc souvent pour s'affronter entre généraux rivaux. Mais cependant, ces peuples restent une menace pour l'Empire parce que ils sont pas forcément tous en paix avec Rome. Et en fait, le tournant de l'histoire, c'est l'arrivée des Huns. Donc, les Huns sont un peuple de cavaliers nomades venus d'Asie centrale, donc de l'actuelle Mongolie. Ces Huns mènent des guerres à la fois en Asie et en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène propre à l'Asie et à l'Europe qui s'appelle les grandes invasions au 5e siècle. Et donc ces invasions mongoles, donc des Huns, sont vraiment l'élément déclencheur de la chute de l'Empire romain. Donc à partir de 376, les Huns déferlent en Europe centrale, ce qui génère des migrations de peuples barbares fuyant leur avancée. Donc dans un premier temps, les Romains, habiles négociateurs, essaient d'entrer en contact avec les Huns, de négocier avec eux, et même de recruter certains cavaliers, parce que les Huns sont des cavaliers redoutables. Donc cependant, l'entente ne fonctionne pas trop, et les peuples donc barbares, donc comme par exemple les Vandales, les Francs, les Goths, sont forcés de fuir devant l'avancée des Huns. Et les Goths, un de ces peuples barbares, demande à l'empereur romain d'Orient, Valens, d'entrer dans l'Empire, car ils sont sur le point d'être complètement exterminés par les Huns. Donc Valens accepte de les installer dans l'Empire. Cependant, la migration est mal contrôlée, et les Goths sont affamés par des fonctionnaires romains corrompus, qui sont en fait chargés de nourrir, de fournir des terres et de nourrir les Goths, mais au lieu de faire ça, ils gardent l'argent pour eux, et les Goths sont affamés. Ils finissent par se révolter. En 378, les Goths battent l'armée romaine d'Orient à Andrinople et tuent l'empereur romain d'Orient. Donc Valens est tué en 378 à Andrinople. Les Goths poursuivent leurs avancées, ils s'installent dans certains territoires de l'Empire, et ils viennent même piller Rome en 410. Ils fondent ensuite un royaume recouvrant l'Aquitaine et l'Espagne actuelle, le royaume des Visigoths. Donc Visigoth veut dire les Goths de l'Ouest. Donc l'Empire d'Occident se désagrège peu à peu, des provinces entières sortent du contrôle de l'Empire, donc c'est par exemple la Bretagne, l'Espagne, une partie de la Gaule, et même l'Afrique du Nord, donc, est prise par un peuple germain qu'on nomme les Vandales. À partir de 440, les Huns, donc, qui sont dirigés par un chef du nom d'Attila, tentent d'envahir l'Occident. Les Romains et les Germains font alors front commun contre eux. Et l'avancée d'Attila est stoppée à la bataille des Champs Cataloniques en Champagne actuelle, donc pas très loin de la ville de Troyes en France. Donc cette bataille a lieu en 451. C'est la fin du pouvoir d'Attila. Donc on pourrait croire qu'à ce moment-là, l'Empire qui a réussi à vaincre les Huns va se relever et va renforcer son emprise territoriale. En fait, il n'en est rien, parce que la disparition des Huns renforce les peuples germains. Donc ces peuples, donc les Francs, les Burgondes, les Suèves, les Vandales, franchissent le Rhin et s'installent désormais donc, dans l'Empire. Donc par exemple, les Francs s'installent donc dans certaines régions de France actuelle. En 455, les Vandales pillent Rome, donc à nouveau, et les Ostrogoths, donc les Goths de l'Est, c'est ce que signifie le mot ostrogoth, pénètrent en Italie en 476 et déposent le dernier empereur romain d'Occident, qui s'appelait Romulus Augustule. Donc en 476, c'est la fin des empereurs romains d'Occident. Donc de grands royaumes barbares se forment
après cette chute. Donc, par exemple, le royaume ostrogoth en Italie, le royaume des Francs dirigé par Clovis, le royaume des Visigoths en Espagne, ou celui des Vandales en Afrique du Nord. Tous ces royaumes sont des héritiers de l'Empire romain, ils conservent le droit romain, donc les lois de Rome, et le latin comme langue administrative. Donc ils ne sont pas en rupture totale avec Rome. Donc 476 marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Mais en 476, seul l'Empire romain d'Occident s'effondre. L'autre moitié, donc fondé par Constantin, l'Empire romain d'Orient, demeure et reste une immense puissance. L'an prochain, en classe de 5e, vous verrez même qu'un empereur romain d'Orient, du nom de Justinien, parvient même à reconquérir une bonne partie de l'Empire romain. De l'Empire romain. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'espère que ces vidéos vous permettront de mieux comprendre ce chapitre. N'hésitez pas à me poser des questions par mail. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.